Il y a peu de domaines en sciences et en médecine dans lesquels il existe un aussi grand fossé entre les résultats des recherches scientifiques et les connaissances du grand public que celui de la nutrition et de la santé. Cela cause pour bien des gens une assez grande confusion. Pourtant, les recommandations des scientifiques et des autorités de santé ne sont pas si complexes. Malheureusement, elles se perdent plus souvent qu'autrement dans la cacophonie entretenue par le marché lucratif des diètes et des régimes. Il existe cependant des diètes populaires ou des approches à la mode qui sont compatibles avec la santé humaine. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire le point sur ces diètes populaires et d'explorer parmi les tonnes de régimes et de diètes à la mode qui vous sont proposés, lesquels sont supportés par des données probantes. Les recommandations nutritionnelles des sociétés savantes et des organismes de santé publique ont évolué au cours des dernières années. Même si certains principes de base qui guident les recommandations nutritionnelles des autorités de santé à travers le monde sont demeurés constants, on ne peut pas en dire autant des diètes ou des régimes populaires qui, année après année, se réinventent pour nous proposer de nouvelles façons pour perdre du poids rapidement ou encore pour nous faire adopter des régimes insolites qui pourraient nous éviter des maladies et nous promettre l'immortalité. Année après année, les statistiques le démontrent bien. En Amérique du Nord et en Europe, on ne mange pas assez de fruits et de légumes, de fibres, de protéines végétales et de produits de grains entiers. De plus, nous buvons trop d'alcool et de boissons sucrées, on mange des aliments ultra transformés trop salés, trop sucrés et on ne cuisine pas assez. Toutes ces habitudes de vie réunies augmentent notre risque de développer des maladies chroniques au fil du temps. Collectivement, on doit faire des changements dans notre alimentation afin de promouvoir la santé cardiovasculaire. Mais quels devraient être ces changements? Quelles sont les meilleures approches nutritionnelles pour promouvoir la santé cardiovasculaire? Les chercheurs ont beaucoup réfléchi à cette question. L'American Heart Association, l'Association de la santé cardiovasculaire des États-Unis, regroupe ces chercheurs périodiquement et publie les résultats de consensus scientifique sur le sujet. C'est comme un palmarès des régimes populaires. Je vais faire un bref survol de ce consensus scientifique de l'American Heart Association en commençant par les régimes qui ne sont pas vraiment suggérés si on souhaite maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Il y a un régime populaire qui se distingue des autres par ses effets possiblement négatifs sur le plan de la santé cardiovasculaire, le régime cétogène. La diète cétogène est aussi appelée diète keto, abréviation de Ketogenic Diet. C'est un régime alimentaire très strict utilisé autrefois dans le traitement de l'épilepsie. L'idée de la diète cétogène est assez simple. On doit supprimer les glucides. Si on mange plus de glucides, il ne nous reste plus que les protéines et les lipides, le gras, comme source d'énergie. Dans une diète cétogène, l'apport en protéines peut augmenter de quelques points de pourcentage, mais c'est surtout l'apport en lipides ou en gras qui doit augmenter. Dans la population générale, l'alimentation est composée d'environ 20 à 35 % de l'énergie totale sous forme de lipides. Dans le régime cétogène, l'apport en lipides doit augmenter à 75 à 80 % de l'énergie totale pour éviter de consommer des glucides. Ainsi, c'est plus du 3/4 des calories que l'on consomme qui sont sous forme de gras alimentaire dans la diète cétogène. Dans le régime cétogène, on tolère un maximum de 25 à 50 grammes de glucides par jour pour demeurer en cétose. Ça, c'est à peine plus d'une pomme par jour. La diète cétogène porte ce nom car l'organisme des personnes qui suivent cette diète stricte épuise ses réserves de glucose et utilise plutôt le gras comme source d'énergie. Le foie génère alors des corps cétoniques pour alimenter d'autres organes comme le cerveau, d'où son appellation de diète cétogène. On supprime les glucides. Donc, on supprime tout ce qui contient du sucre, comme tous les grains ou à peu près, le pain, les céréales, les pâtes. On supprime les fruits, on supprime le riz, la bière, le vin, etc. On remplace ça par beaucoup de viande, de volaille, de poisson, des œufs, des charcuteries, du fromage, etc. Il faut ajouter du gras. On peut aussi le faire avec l'ajout d'huile de beurre, de crème, de lait de coco et de noix. Il faut être assez imaginatif pour intégrer autant de gras dans son alimentation. Mon exemple préféré pour illustrer la créativité du régime cétogène, c'est celui du Bulletproof Coffee, qui consiste à ajouter une grosse cuillerée de beurre, de crème ou d'huile de noix de coco à son café matinal pour ajouter des lipides à son alimentation. Certaines études démontrent en effet que cette diète peut mener à une perte de poids corporel et quelques bénéfices métaboliques, comme l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, ce qui est quand même attendu car on supprime complètement un groupe alimentaire, dans ce cas-ci, les glucides.
Par contre, dans la majorité des cas, ces pertes de poids ne sont pas durables dans le temps. Quand on compare les pertes de poids du régime cétogène à celles des autres diètes restrictives, on se rend compte qu'il n'y a rien de magique avec la diète cétogène. C'est simplement une façon de restreindre les calories qui peut fonctionner pour certaines personnes à court terme, mais il y a à peu près peu ou pas d'études à long terme avec la diète cétogène. Une des raisons pour laquelle la diète cétogène arrive bonne dernière dans le palmarès de l'American Heart Association, c'est parce qu'en mangeant autant de gras et surtout autant de gras saturés, notre cholestérol sanguin monte en flèche. Et ça, c'est pas vraiment idéal pour la prévention des maladies du cœur, puisque le cholestérol sanguin participe activement au processus d'athérosclérose qui mène aux événements cardiovasculaires comme l'infarctus du myocarde. Si on se transporte maintenant vers le sommet du palmarès de l'American Heart Association, on note qu'il y a plusieurs profils alimentaires qui arrivent en tête. Au sommet trône l'approche méditerranéenne, et ce depuis plusieurs années. L'approche méditerranéenne propose une alimentation qui contient beaucoup de fruits et de légumes, de grains entiers, de noix, de poissons, d'huile d'olive et très peu de produits d'origine animale. C'est le type d'alimentation le plus étroitement associé à la réduction des maladies cardiovasculaires dans la littérature scientifique. Des études de très bonne qualité, comme des études randomisées à long terme effectuées sur plusieurs milliers de personnes, ont étudié l'impact de l'approche méditerranéenne sur la santé cardiovasculaire. Les études Predimed, Cordoprev et l'étude de Lyon ont fait la démonstration que chez les personnes avec ou sans antécédents cardiovasculaires, l'adoption de l'approche méditerranéenne était associée à une réduction de 25 à 30 % de l'incidence de l'infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux, et ça, même sans perte de poids. C'est un bénéfice qui est à peu près comparable aux médicaments qui permettent d'abaisser le cholestérol sanguin ou l'hypertension artérielle. Il y a aussi d'autres profils alimentaires qui suggèrent l'inclusion de moins de gras que l'approche méditerranéenne, comme la diète DASH pour l'hypertension artérielle, la Dietary Approach to Stop Hypertension, ou la diète nordique, qui mettent l'accent sur les mêmes principes de base que l'approche méditerranéenne, mais qui misent moins sur les poissons et les huiles et suggèrent plus de produits laitiers faibles en gras et des viandes maigres. Le but de ces approches est de diminuer l'apport en gras et en sel. Les approches végétariennes et végétaliennes ou véganes sont aussi en tête de liste du palmarès de l'American Heart Association. Il y a toutefois un bémol non négligeable avec les approches végétariennes et véganes. La qualité de l'alimentation peut être très variable d'un individu à l'autre, même avec une alimentation à base de plantes. Certaines personnes qui ont une alimentation végétarienne qui inclut beaucoup de grains entiers, de fruits et de légumes, de fibres, de légumineuses ou d'autres formes de protéines végétales, d'aliments fermentés ou d'huile d'olive dans leur alimentation ont un risque plus faible de développer des maladies cardiovasculaires à long terme. Par contre, d'autres personnes peuvent avoir une alimentation végétarienne ou végane avec une haute teneur en produits transformés et ultra-transformés. Un burger avec des substituts de viande transformés accompagnés d'une poutine salée, d'une boisson gazeuse et d'un dessert sucré, ça reste un repas sans viande, mais il n'est pas nécessairement recommandé d'en consommer au quotidien. Évidemment, on a probablement tous un petit effort à faire pour faire de meilleurs choix alimentaires. Mais avant de juger les gens sur les mauvais choix alimentaires qu'ils font, il faudrait peut-être aussi que, collectivement, on se donne les moyens comme société d'améliorer l'accès à une alimentation de qualité. Une des raisons qui fait que j'ai beaucoup aimé le document de l'American Heart Association, c'est justement parce qu'on propose d'agir sur tous les déterminants de l'alimentation. Ce que les experts révèlent, c'est qu'on aura beau générer et transmettre les connaissances les plus à jour sur les meilleures approches nutritionnelles, mais si en même temps on n'est pas capable de créer des environnements alimentaires favorables à l'adoption de ces approches nutritionnelles, on ne fera pas beaucoup de gains en santé publique. Par exemple, on devrait s'intéresser beaucoup plus à notre système économique et aux politiques publiques et alimentaires afin de faire baisser le prix des fruits et légumes pour les rendre plus attrayants et accessibles. Il faut aussi s'attaquer aux déserts alimentaires, ces régions tant urbaines que rurales, dans lesquelles on ne peut pas trouver de fruits et légumes ou de produits frais, diversifiés et abordables dans des rayons de plusieurs kilomètres. Pour y arriver, les experts suggèrent aussi de mettre plus d'efforts sur les inégalités sociales en santé, la pauvreté et la précarité à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau des arrondissements, des villes et beaucoup plus, pour améliorer la qualité de l'alimentation de nos communautés. En résumé,
Si on souhaite adopter des approches nutritionnelles qui sont compatibles avec la santé humaine, on n'a pas nécessairement à se restreindre, à obséder sur les calories, se peser à tous les jours, à manger juste de la luzerne et se condamner à toujours avoir faim. Il n'y a pas non plus une seule bonne façon de s'alimenter, et notre façon de s'alimenter n'est pas nécessairement meilleure que celle des autres qui font des choix différents. Si on respecte quelques recommandations de base que proposent les experts en nutrition humaine en privilégiant une alimentation variée, colorée, moins transformée, tout en respectant nos préférences, nos croyances, notre culture et nos valeurs, on pourrait faire un grand bout de chemin pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Avant de conclure, je rappelle que le projet Les Voies métaboliques est une initiative de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme. Je tiens à souligner la contribution de 3 autres partenaires qui rendent ce projet possible: Vitam, Nutris et la Fondation de l'IUCPQ. Vitam, c'est le centre de recherche en santé durable. La mission de Vitam est de développer et mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. Nutris, c'est le centre nutrition, santé et société. Par une recherche et des actions ancrées dans les besoins de la société, le centre Nutris est la référence en matière d'alimentation et de santé. Je tiens aussi à souligner la contribution de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. Je vous invite à visiter le fondation-iucpq.org pour en apprendre sur les activités de la Fondation et pour soutenir les missions de l'Institut.